Bonjour tout le monde et bienvenue à cette triple vidéo de réaction à des trailers, ou des teasers cela dit. On m'a demandé en fait des réactions à des teasers et des trailers à des moments où j'étais occupé par la production de ma vidéo sur Sailor Moon. Donc j'ai pas eu le temps véritablement de me mettre dessus, je préférais faire d'autres vidéos qui sortiraient en priorité comme les vlogs par exemple. Donc je vais essayer de faire un rattrapage de tout ça en une vidéo, en essayant de le faire assez rapidement. C'est des films, 2 films Warner Bros et un film sur Paramount. Donc autant vous dire que va y avoir le filtre VHS sur tout ça parce qu'ils vont tout bloquer. Ils sont tous très cons sur leur trailer. On va faire une réaction au trailer de Street Fighter, Clayface et Evil Dead Burn. Et je vais revenir un petit peu sur pourquoi à chaque trailer. Street Fighter, cela dit, c'est juste parce que apparemment le trailer a beaucoup marché sur internet. Je dois dire que c'est le seul des 3 que j'ai déjà vu. Cela dit, j'en ai aucun souvenir, donc du coup je vais pouvoir le revoir avec vous. Tout comme Mortal Kombat qui est sorti récemment et sur lequel j'ai fait un vlog, je suis pas un énorme fan de la saga Street Fighter, mais au moins, contrairement à Mortal Kombat, j'y ai déjà un tout petit peu joué, notamment au 2 sur Super NES avec mon ami d'enfance. Donc je connais un tout petit peu plus l'univers, et je connais notamment le fameux nanar avec Jean-Claude Van Damme, qui, moi, est un de mes films préférés. Il y a une de mes répliques préférées de tout le cinéma, qui est sortie par Raoul Julia en tant que Bison dans ce film. The day Bison graced your village was the most important day of your life. But for me, it was Tuesday. Et cette réplique est tellement géniale. Et Raoul Julia est très bon dans ce rôle de Bison. Il sait très bien qu'il est là pour faire un peu le clown, mais il le fait super bien. Donc moi j'aime beaucoup ce film Street Fighter original. Je l'ai d'ailleurs dans ma collection. J'ai aussi le Street Fighter animé en 2D qui était sorti, qui est lui pour le coup vraiment plutôt pas mal. Donc, je connais un tout petit peu mieux la licence, et on va revenir sur ce trailer. Alors, il y a les fameuses 10 ou 30 secondes là d'intro, donc on va devoir se les taper aussi. Pour faire la promotion des trailers, quand tu doom scroll sur ton téléphone. Cette coupe. Je veux dire que les acteurs sont tous bien castés, au moins. Ils ont même remis le truc de la bagnole, le bonus stage. Ça a l'air plutôt bien chorégraphié en plus. How did you find me? I'm paid to find champions, even if they're lost. Zangief qui traîne un chariot à bœufs. Good to see you, old friend. Still reckless. Je sais pas ce qu'elle est cette obsession avec cette chanson Hey Hey, elle revient partout. Ça avait fait marrer le coup de la chaussette, c'était très con. Peut-être falloir couper la musique aussi du coup pour... Dalzim il est parfait franchement au niveau casting. Cette tenue, putain, pour Camille. Ça fait un petit peu CGI, mais au moins du coup le coup est bien reproduit. Il fait très CGI le Blanquer. C'est mignon d'avoir mis certains bruits du jeu du coup à la fin. C'est très bien casté, et le film a l'air de parfaitement gérer ce subtil équilibre
Entre une histoire assez sérieuse pour qu'on en ait quelque chose à faire, et en même temps assez ridicule pour coller à l'univers du jeu vidéo. Honnêtement, les deux ont l'air extrêmement bien gérés dans le film, aussi bien cette relation par exemple entre Ken et Ryu, et des trucs un peu plus ridicules comme le Beach Please là, que sort Chun-Li à un moment. Visuellement, quelques petits trucs à dire quand même, vite fait, mais c'est quand même plutôt joli et plutôt bien pensé. Et quelques contrastes de lumière classiques comme là devant le stadium, enfin le stade, ce mélange de lumière un peu jaune, un peu atténué quand même, donc c'est pas trop le jaune pétant et le bleu pétant habituel, mais jaune-bleu très classique au niveau de l'opposition. Mais avec la lumière spécifique sur la statue, c'est bien, ça se découpe très très bien. L'arène est absolument remplie et déborde de figurants qui sont très certainement en majeure partie en CGI, mais ça rend bien, et cet éclairage très très franc et direct de la lumière, là, ça va permettre de très bien découper l'action, et je crois qu'on le voit un petit peu plus loin avec un coup que se prend Ken. Là, ouais, le cosplay de Camille, là, il va faire fantasmer un certain nombre de mecs dans le monde, je pense. Et quelques lesbiennes également, parce que, bon Dieu, c'est vraiment du maillot de corps, quoi. Ça te montre toute la hanche. Là, c'est assez joli, ce plan sur Balrog, qui est entièrement en lumière bleue, avec même quelques petits reflets de rouge quand même, pour travailler ce contraste, et que ce soit pas trop monochrome, mais ça fait du coup une très belle lumière. Pareil, le plan sur Vega, là, avec le mélange de bleu et de rose, pour le coup un peu plus original que juste du bleu et du rouge. Le plan sur la griffe, avec le point fait spécifiquement sur la griffe, faut bien les mettre en avant par rapport au reste du décor. Probablement dans le film, qu'il y aura un changement de point entre la griffe et ensuite la cible de la griffe qui va venir ensuite, qui sera la personne qui sera en fond, là, flou dans le plan. Et donc là, on retrouve bien ce stade extrêmement bien éclairé avec la lumière du soleil là qui débarque, qui fait une lumière très directionnelle, très vive, qui va très bien détourer les personnages par la suite. On le voit avec le plan, avec le coup de pied de Ken, qui pareil, ça vient aussi du jeu, ça, ce coup de pied où il lève bien la jambe et il te la ramène sur la gueule. Avec la caméra qui accompagne un petit peu le mouvement du personnage qui va au sol, en se baissant un petit peu, donc ça passe très très bien. L'acteur est très agréable à l'œil. Quand je dis qu'ils sont bien castés, c'est aussi au niveau de la forme physique. Hein. On peut voir quelques petits lens flares, quelques petits jeux pour donner à l'image un côté un peu plus esthétique et travaillé. Un peu prestige même, pourrait-on dire, quelque part. Ça me rappelle un petit peu cette mise en scène du ring et tout, ça me rappelle un petit peu les films Rocky, ce qui est assez évident dans un film de baston. Et encore une fois, l'opposition entre, il y a des spots qui sont en bleu et des spots qui sont en jaune, donc ça travaille un truc intéressant, mais encore une fois, la pièce en général est plutôt dans la pénombre, et le personnage, lui, est parfaitement éclairé par tous les spots qui sont autour du ring, manifestement. Donc là, ouais, sur ce gros ralenti, on voit bien l'effet que ça donne, ce soleil direct qui vient des fenêtres, et ils ont placé les personnages pour que ça les détourne parfaitement. Donc t'as Balrog qui est bien détouré sur le côté par la lumière, et t'as Ken qui est en silhouette du coup avec sur les cheveux et sur le bord du visage. C'est pas 100% réaliste comme lumière, et ça se voit un petit peu, le plan a un petit côté un peu artificiel, mais en même temps très bien contrasté. Alors, le film en général d'ailleurs est plutôt coloré, ce qui fait du bien, parce que les films sont plutôt gris en ce moment. Donc ça fait du bien de retrouver un petit peu de couleur quand même, malgré une certaine ambiance plutôt sombre, mais là le contraste marche plutôt bien. Là on retrouve cette opposition pour le coup un peu plus basique, mais ce bleu très pétant, ce rouge très pétant pour le combat entre Ken et Ryu, ce qui colle bien parce que Ken est identifié par le rouge, Ryu est plutôt identifié en blanc, mais il a un costume bonus en bleu, il me semble, si je me rappelle bien. Donc il y a un côté où, comme c'est la confrontation entre les deux, cette confrontation de couleurs marche plutôt bien, a priori quand même. Et on voit que c'est plutôt violent, effectivement, avec le nombre de coups qu'il lui met sur le mur. C'est ce qui change du coup du simple échange de coups de poing et de pied, qui serait sans doute un peu répétitif au d'un moment. Là, du coup, non, ils vont un peu aller à la John Wick un petit peu. Là, c'est pareil, c'est intéressant, dans le repère de Ryu, qui est plutôt en blanc en règle générale, la lumière est plutôt blanchâtre. Il n'y a pas d'opposition avec une couleur particulière dans le décor. Elle tire légèrement vers le bleu, mais c'est plutôt blanchâtre en règle générale, ce qui est la couleur qu'il définit en règle générale. Donc plutôt bien pensé et plutôt approprié. Là, ce plan un tout petit peu cyberpunk sur les quartiers pauvres et les gens qui se battent dans la rue, donc du vrai street fighting, manifestement. Ça me rappelle énormément le film Tekken qui était sorti. Et je sais pas pourquoi ce film s'est complètement planté, mais je trouve que c'était une très très bonne adaptation du jeu de baston Tekken. Que je connais pas des masses non plus, mais un tout petit peu. J'ai vu quelques films d'animation aussi de Tekken, l'animé des années 90 en 2D, le film d'animation qui avait sorti peu après que la sortie de Advent Children, quand tout le monde s'est mis à faire des films d'animation après FZ Advent Children. Donc il y a eu le film Tekken, et puis il y avait eu les films Resident Evil aussi qui étaient sortis. Et là pour le coup, ces visuels-là, ça fait vraiment beaucoup penser au film Tekken live action. Je suis pas sûr que ça colle en plus avec le reste, je sais pas trop. Après, c'est peut-être simplement qu'ils sont, parce que je vois qu'il y a des écritures un peu particulières, c'est peut-être à Tokyo.
Ça pourrait être en Chine, par exemple, à Hong Kong, qui est une grosse ville de lumière comme ça. Ça pourrait être en Corée aussi, mais les signes que je vois dans le truc sont plutôt des signes japonais, je crois, des katakana ou des haragana, je crois, un truc de ce genre-là. Ça m'a l'air de se dérouler au Japon. Et pourtant, la foule est plutôt diverse et je dirais même européenne principalement. Donc, bizarre comme mélange, mais ça peut se faire. Faut voir le contexte du film, qu'on connaît pas trop, pour le coup, mais c'est peut-être un peu plus fantasque que ça. Là aussi, petit travail de couleur intéressant, la scène entièrement jaunâtre, un peu comme la scène autour de Balrog, qui était très très bleue, par exemple. La question que je me pose, c'est est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'essayer de se battre en chaussettes? C'est pas le truc avec le moins d'accroche possible. Quand je vois sauter sur la table en bois là, avec ses chaussettes, je me dis, est-ce qu'ils ont prévu de faire un... La première fois que j'ai vu l'image, je me dis, est-ce qu'ils ont prévu de faire un sketch qui va se casser la gueule avec ses chaussettes, du coup? Non, enfin, il se casse la gueule pour autre chose, mais pas une bonne idée de se battre en chaussettes, je pense. Ça mes souvenirs sont vagues, mais je crois que c'est dans un des jeux, non? La nana accrochée par les cheveux avec le feu qui tourne autour, etc. C'est pas un décor dans un des jeux, il me semble? Je suis pas sûr à 100%. C'est bien, du coup, ça se détache très bien de l'ambiance bleue et rouge, ou rose, qu'on a déjà vu, je crois, à d'autres moments. Je sais pas dans quelle scène c'est, mais je crois qu'on a déjà vu des trucs qui se déroulent là-dedans. Mais du coup, les flammes jaunes se détachent vachement bien de ce fond-là, ça rend super bien. Ouais, donc plutôt intéressant. Je suis plutôt branché pour voir le film. Ça peut être très très fun et très sympathique. Donc on verra bien ce que ça vaut quand ça sortira vers la fin de cette année, c'est ça? Ça sort en octobre aux États-Unis, donc ouais, aux alentours du 16 octobre chez nous également. Est-ce qu'ils ont une date officielle déjà? Le 14 octobre. Ce qui est toujours mieux que le film des Maîtres de l'Univers, He-Man ou Musclor, qui n'a toujours pas de date de sortie annoncée en France, alors qu'il sort là dans 2 semaines au moment où je tourne cette vidéo. Manifestement, on va pas l'avoir. Au moins, on aura Street Fighter. Ensuite, on va enchaîner avec Clayface, qui est donc le 3e film du nouveau DC Universe de James Gunn, qui sortira après le Supergirl qui sort cet été. C'est un film qui m'intrigue beaucoup, parce que bon, c'est un personnage dont tout le monde se fout, c'est un méchant de Batman, il me semble. Donc c'est un peu dans la vibe de Gunn de toujours utiliser des losers comme personnages principaux, des personnages dont tout le monde se fout, et d'essayer d'en tirer quelque chose, faire des losers magnifiques. Le film est intriguant, notamment parce qu'il est écrit par Mike Flanagan, qui devait le réaliser à la base, mais qui ne le réalise pas au final, mais qui est un auteur de films d'horreur extrêmement doué, qui a fait beaucoup de films d'horreur qui sont assez populaires. Notamment, moi, j'aime énormément son Dr. Sleep, qui est la suite de Shining, mais il y a eu beaucoup de séries de lui, notamment, qui ont plu. La Malédiction de Hill House, par exemple, La Malédiction de Bly Manor aussi, qui était sortie sur Netflix, La Messe de Minuit, Midnight Mass. Donc il est assez connu pour des films d'horreur qui marchent bien, et il a fait un film pas d'horreur, une comédie pour le coup, Life of Chuck l'année dernière, qui était très très bien, qui s'est retrouvé dans mes tops. Donc c'est assez intriguant de voir ce qu'il pourrait faire, mais donc il s'est retiré de la réalisation de ce film-là. À la place, on a James Watkins qui a réalisé quoi? Alors Eden Lake, c'est un film que beaucoup de gens citent souvent, mais que je n'ai jamais vu. La Dame en Noir, qui était pas oufissime, mais qui était avec Daniel Radcliffe et qui était un petit peu orienté horreur. Bastille Day, qui était un film d'action sur un truc d'espionnage qui se déroulait pendant le 14 juillet en France, avec Idris Elba dans le rôle principal. Ça, je l'avais vu, il me semble que c'était pas trop dégueu, mais c'est pas non plus extraordinaire. Et il a fait un film qui s'appelle Speak No Evil, qui était sorti, qui était avec James McAvoy, film d'horreur, remake d'un film d'un pays froid, il me semble, Norvège, Suède, un truc dans ce genre-là. Donc on va voir ce que ça peut donner au niveau combo. C'est juste dommage que le visuel du personnage ait déjà été spoilé dans absolument toutes les miniatures et toutes les vignettes sur Internet. Mais effectivement, il y a quelque chose d'assez horrifique sur le visage de ce personnage, donc on va voir ce que ça va donner. Je crois que c'est un teaser de 1 minute. Allons-y, ça va être rapide. Ouh, très Matrix. Pas l'écriture de Stranger Things, ça.
Intéressant. Je dirais ça pour la défense du DC Universe de James Gunn, c'est que ces films sont très différents les uns des autres. Là où Marvel a toujours été très uniformisé dans ses films, ils se ressemblent un tout petit peu tous, ils ont un peu tous la même image, la même photo, les mêmes visuels, etc., etc. Au moins, t'as l'impression qu'il essaye de faire quelque chose d'un petit peu différent entre tous les films de sa franchise. Et effectivement, le fait d'aller chercher au niveau de l'horreur pour ce personnage, ça peut être intéressant. Après, je suis pas sûr que ce soit le truc qui se vende le mieux, que ce soit le mieux pour faire la promotion du DC Universe. Mais au moins, j'apprécie cette volonté-là. J'apprécie le fait de vraiment vouloir faire un truc différent. Le film a l'air de beaucoup jouer sur l'horreur corporelle, le body horror. Il a l'air de se faire tailler le visage à un moment par des gens. Il y a donc ce plan où il se détruit le visage comme si c'était de l'argile. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose qui peut être intéressant. J'aime bien comment la bande-annonce est faite avec ces espèces de soubresauts d'images très rapides de certains plans. Je pensais qu'ils allaient être comme ça jusqu'à la fin, mais non, on finit par avoir des plans un peu plus longs à certains moments. On retrouve donc bien ce côté loser, c'était un acteur qui qui fonctionnait bien et qui se retrouve avec son visage détruit, qui est l'outil principal d'un acteur. Donc il y a ce côté, effectivement, il t'arrive vraiment de la merde et de quoi retirer toute ta puissance en fait au final. Visuellement, il y a l'air d'avoir un mélange de couleurs assez intéressant, là où Superman de James Gunn était assez pétant mais assez brillant aussi, très éclairé. Supergirl a ce filtre jaune pisse qui rappelle les jeux vidéo des années 2010 et quelques là. Celui-là a l'air d'avoir des couleurs assez variées, ça va du blanc pur de l'hôpital. Il y a ce plan où il a son reflet dans une vitre et il y a des lumières rouges, vertes, un peu de orange, qui a un petit mélange quand même. Il y a une scène où il est dans la rue avec une lumière principalement orange et surtout, en règle générale, manifestement beaucoup de contrastes pour cette vibe du coup horrifique qui joue principalement sur les ombres et sur ce qu'on ne voit pas. Il y a ce plan donc très Matrix avec sa bouche qui fond et qui se forme en un seul truc. Je suppose que ça va être la scène de transformation, traitée sans doute de façon un peu horrifique. C'est un truc que j'ai vu traité que dans le fameux Fantastic Four de Josh Trank de 2015 je crois, quand il y avait la torche humaine qui se transformait, qui avait ses pouvoirs de feu et tu le voyais qui était sur la table en train de hurler à cause du feu, etc. Cette façon de traiter les pouvoirs, c'est quelque chose... Généralement, c'est toujours traité de façon très merveilleuse dans les films de super-héros. Et il y a quand même des moments où tu dis, c'est un des trucs qu'avait bien fait The Boys, par exemple, dont j'ai parlé récemment dans un vlog. Il y a quand même quelque chose qui doit être assez horrifique à certains moments quand tu découvres certains pouvoirs que tu as. Donc, je trouve que c'est intéressant de le traiter comme ça. Là, une jolie scène qui utilise ce panneau publicitaire pour passer d'une ambiance très très verte à une ambiance très très rouge, avec les lumières de rue plutôt orangées. Ce qui va commencer à disparaître petit à petit, parce que c'est la lumière orangée, c'est la lumière des lumières de rue incandescentes. Maintenant, elles sont remplacées par des LED, donc ça va devenir de plus en plus bleu, par exemple. Et là, cette opposition entre le vert, le rouge et le orange, c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Le vert contre le orange, il y a un contraste qui marche pas trop mal, parce que ça se rapproche du rouge, qui est la couleur opposée du vert. Et quand le rouge débarque, c'est quand même assez éloigné du orange pour qu'il y ait un contraste intéressant dans l'image. Donc c'est très joli, ce petit plan. Ah, c'est intéressant cette plongée, t'as l'impression que c'est sur un escalier en colimaçon, mais en fait non, c'est plusieurs étages qui sont avec le même petit balcon circulaire au milieu du truc. Le plan est très joliment composé, ça rend très très joli. C'est l'opposition plus entre la couleur bois, qui est du coup assez orangée, et la couleur bleue de la lumière qui débarque de l'extérieur, la lumière du soleil je pense, tout en bas là, c'est très joli. Ça, ce plan-là, ça fait très vieux film d'horreur, l'ombre projetée qui montre la transformation du coup de la main en une espèce de massue là, masse d'armes. Ça fait très surréalisme allemand par exemple. Il y avait beaucoup de jeux sur les ombres comme ça, et le film noir aussi en règle générale. Donc ouais, encore une fois, j'apprécie beaucoup l'intention. Maintenant, il faut voir si ça va marcher en salle, parce que c'est quand même pas le genre qui peut faire le plus d'entrées. Paradoxalement, l'horreur, c'est un genre qui est très populaire, et c'est rarement avec ça que tu fais le plus d'entrées. Et donc pour un DC Universe qui doit essayer de bien s'installer, d'essayer de faire des films qui marchent bien, c'est pas forcément le pari le plus évident. Donc on verra bien ce que ça donnera pour James Gunn. Et puis enfin, on passe au Evil Dead Burn. Alors, j'ai pas vu d'image, je crois que j'ai vu un tout petit extrait ça devait être un sneak peek qui avait été diffusé il y a quelques mois, où on voit un personnage en train de se traîner par terre et il y a tout un plan séquence d'horreur qui se déroule derrière elle. Je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Alors, je suis pas un méga fan de la licence Evil Dead, mais il y en a certains que j'ai plutôt bien appréciés. Et notamment ce Evil Dead Burn, j'en suis très curieux parce que c'est réalisé par Sébastien Vanissek, qui est français, cocorico, et qui a réalisé l'excellent Vermine il y a 2 ans, je crois, du coup maintenant. Je crois que c'était fin 2023 ou fin 2024. Qui est vraiment un film que j'ai beaucoup aimé, qui est probablement un de mes films français préférés, je pense.
Et j'étais très heureux de savoir qu'il avait été repéré par Hollywood et qu'il allait bosser sur Evil Dead. Donc j'ai très hâte de voir ce qu'il va faire. Parce que je suis curieux de son boulot et je sais qu'il a beaucoup de talent. Donc, voyons ça, le trailer de Evil Dead Burn. Déjà petite opposition bleu-rouge avec les logos là. Thank you, Joseph. That's beautiful. No. That's Will's seat. Where's the wedding ring? Bonne ambiance de famille. You were his wife. Why aren't you wearing it? I'm not sure. Did you sell it? No, of course not. And get a good price. I really think we should do this another time. No, now's the best time. Will's looking down on us from above. From above. He's down below. William, my sweet boy. I would give anything for us to be together again. My grandfather believed the devil would return if anyone read from the Book of the Dead. Calm down. Le retour des plans traditionnels, la caméra qui bouge très rapidement de Evil Dead. Oh, c'est joli ça. The whole family can be reunited. Pas mal aussi ça. Ouh. Cheers to your perfect family. Nice. Nice. Très bien joué, Sébastien Vanissek. Il y a beaucoup de très très jolies choses là-dedans. Je trouve ça tout bête, mais rien que cette idée, le lieu où sont réunis les personnages, qui devrait donc être le lieu le plus éclairé du truc, est au final le lieu le plus sombre de la maison. C'est, regardez, la salle à manger, là, c'est le truc le moins éclairé. La cage d'escalier qui est derrière lui, là, l'entrée, est beaucoup plus éclairée que le reste. Même l'image du mec qui a disparu, du coup, au début, là, est en contre-jour. Donc il y a un côté très sombre dans tout ce qui entoure cette pièce familiale dans laquelle tout le monde est réuni en même temps. Donc ça te fait passer visuellement que finalement le truc le plus sombre de cette histoire est dans cet environnement familial en fait. Vu que ça a l'air d'être très orienté autour de ça. Il y a aussi ce côté très gris et désaturé qui ajoute à l'atmosphère pesante et oppressante de la scène, qui sans doute doit être un petit peu inspiré en un sens de Massacre à la tronçonneuse, qui est le film connu pour avoir la scène de repas en famille, entre guillemets, la plus glauque et dérangeante du cinéma d'horreur, et il y a fort à parier qu'il y a fait une petite allusion avec cette situation. Petit insert avec profondeur de champ extrêmement restreinte sur la bague, et du coup, j'applaudis le plan, parce qu'il faut poser le paquet de cigarettes exactement là où il faut pour qu'on puisse lire la marque, qui est probablement un placement produit, je pense, je connais pas la marque là, mais je suppose que c'est un placement produit américain, avec une profondeur de champ de 2 cm à peine, là, une zone de netteté d'à peine 2 cm, faut bien viser. Donc il y a dû avoir pas mal d'essais de ce plan. Et on retrouve ce jeu de la profondeur partout dans cette bande-annonce et dans cette scène, pour montrer notamment le côté angoissant et claustro, presque, le sentiment de se sentir piégé des personnages. La profondeur de champ est toujours très très limitée sur les personnages, sur la tête du chien, sur la personne, sur le petit insert sur le fait qu'elle prenne un couteau par exemple pour commencer, parce qu'elle se sent menacée, donc pour se préparer à se défendre, à moins que ce soit le mec qui prenne le couteau. Cette profondeur de champ très restreinte, ça met en place du coup une ambiance particulièrement claustrophobe qui est plutôt cool. Et j'aime bien la petite arrivée de certaines pointes de rouge par moment avec la lumière des phares arrière, des freins de la voiture, la lumière rouge de l'écran par exemple,
Pareil, juste après ça, on a les scènes d'enterrement, il me semble. Après la scène où le mec prend feu, parce que donc ça s'appelle Evil Dead Burn, donc ça va être marqué par le feu quand même à un moment ou à un autre. Oui, c'est ça, pendant la scène de l'enterrement, il y a cette opposition entre le blanc et le rouge, qui marche extrêmement bien. C'est une opposition qui est très pétante, surtout avec un rouge assez sombre comme celui-ci. Même si tu désatures un petit peu, le contraste est assez saisissant et ressort bien. Et le rouge étant la couleur du sang, une couleur très liée du coup à l'horreur. Effectivement, ça marche extrêmement bien. Vous notez par exemple la photo du mec qu'ils ont mis en noir et blanc pour que justement ce soit très désaturé, même le drap derrière est gris par exemple. Alors que généralement les draps c'est quand même plutôt rouge, un truc dans ce genre-là. Mais pour bien travailler ce contraste avec le rouge de la rose, même la photo est en noir et blanc. Et alors il y a une petite série de plans là qui sont particulièrement jolis et bien trouvés, notamment ce plan miroir qui me rappelle énormément le plan miroir de Contact de Robert Zemeckis, qui suit une gamine dans l'escalier qui remonte jusqu'à l'armoire où il y a les médicaments. Et quand elle arrive au-dessus, il y a sa main qui se dirige vers la caméra, et en fin de compte, la caméra ressort du miroir, et tu te rends compte que depuis le début, tu as suivi le reflet. Donc tu étais à l'intérieur du monde du miroir, presque, et tu ressors par ce miroir, et tu vois ensuite la gamine partir. Je suis sûr qu'il y a cette inspiration derrière ce plan. Cela dit, l'effet spécial est un petit peu... manque un peu de retouche. Tu vois que l'éclat du miroir, il est un petit peu virtuel, et que ce qu'il y a derrière a été rajouté numériquement, etc. J'espère qu'ils auront le temps de corriger ça avant la sortie, parce que là, pour l'instant, c'est pas tout à fait fini. Mais j'apprécie beaucoup l'idée. Ça fait ressortir un petit peu la violence de la situation, te faire sortir d'une réalité. C'est un choc psychologique qui est à peu près aussi fort que le choc physique qu'on donne au personnage. J'aime bien aussi le vernis jaune qui ressort particulièrement par rapport au gris de la bagnole. Il fait des choix visuels qui sont assez intéressants en isolant des couleurs spécifiques dans un environnement plutôt grisâtre ou plutôt désaturé, qui du coup fait ressortir l'élément d'horreur en particulier. C'est même les doigts sont assez clairs par rapport au reste du truc. Donc il y a vraiment des très bons choix de couleurs dans ce film. Ça aussi, ça fait partie des plans intéressants, le fait de jouer sur la gravité. T'as l'impression que la nana est au sol, et en fin de compte, tu te rends compte qu'elle est au plafond, en train de retenir le mec. Ce qui fait du coup ressortir encore plus le côté surnaturel, le côté le monde à l'envers, le monde ne fonctionne pas correctement, etc. Pareil sur le bateau qui se retourne et s'enfoncer dans l'eau avec le bateau, ça a un petit peu la même idée de retourner le monde, de montrer que les choses ne sont pas normales, qu'il y a cet élément surnaturel qui du coup se mélange. Le fait de retourner l'image, c'est très très lié au surnaturel. Tout le générique du fameux film produit par Shyamalan, Devil, c'est ce film où on est enfermé dans un ascenseur avec un groupe de personnages enfermés dans un ascenseur, et l'un d'eux est le diable, et tout le jeu du film c'est de découvrir qui est le diable, et tout le générique du film est entièrement montré à l'envers, parce qu'il y a ce côté comme ça lié avec l'horreur et la possession et tous ces éléments là, de retourner l'image. C'est un code assez classique, hein, les choses retournées, les crucifix retournés par exemple, ou par exemple il y a un code où si tu mets le drapeau américain à l'envers, c'est pour montrer que quelque chose ne va pas bien, qu'il y a un problème, etc. Il y a tout un tas de codes comme ça qui utilisent le fait de retourner les choses pour montrer que les choses ne vont pas bien, ne sont pas normales. Là pour le coup, une décharge de couleurs, même si elle est très désaturée, mais beaucoup de jaune dans cette scène. Je suppose que ça doit être le jaune du feu, parce que j'ai vu qu'il y avait un truc qui prenait feu à un moment. Et pareil, la scène avec le chien là, qui a les yeux qui brillent en rouge et tout, et la lumière très rouge qui vient de l'extérieur, ça doit aussi venir probablement du feu. Donc à nouveau, un travail du jeu de couleurs qui est vachement intéressant de la part de Vanisek. Ça bon, c'est dommage, ils ont un peu gâché le jumpscare, mais effectivement je suppose qu'on doit avoir un point de vue du personnage qui regarde dans le trou pour voir comment on s'en est sorti. Je crois que c'est le frère, je crois, c'est ça. Et donc la personne qui était au plafond et qui manifestement l'a buté au plafond, qui est toujours au plafond et qui débarque d'un seul coup du trou, etc. Je pense que ça va faire un petit jumpscare sympa en salle. C'est dommage qu'il l'ait gâché dans la bande-annonce, mais ça montre qu'a priori il va faire un truc intéressant. Là encore, cette grosse opposition du gris du fond et de la lumière jaune qui vient du coup de la bougie, le symbole du feu. Donc encore une fois, on revient Evil Dead Burn. Il y a beaucoup de trucs qui vont tourner autour du feu manifestement. Je sais pas si le plan est rouge comme ça pour la bande-annonce, pour un effet dans la bande-annonce, mais très joli effet aussi, l'ambiance entièrement rouge avec la silhouette noire entièrement sombre qui se détache de la fumée. Très très joli encore comme plan, et ça montre encore une fois un travail de couleur intéressant dans le film. Très sympa, très très sympa. Bon bah écoutez, 3 teasers en même pas 40 minutes et quelques, c'est un record je pense sur cette chaîne. D'habitude je fais beaucoup plus longtemps que ça. Non, ça a l'air très très intéressant tout ça. Clayface est très intriguant pour voir ce que ça va donner, un DC Universe qui est vraiment traité de façon un peu plus auteur pour le coup. Même si j'ai beaucoup de mal avec l'auteur James Gunn, s'il donne sa chance à d'autres auteurs de s'exprimer autant que lui peut s'exprimer quand il fait son Superman par exemple, je pense que ça peut être plutôt intéressant.
Le Evil Dead Burn, donc très très hâte de voir ce qu'a fait Sébastien Vanissek parce que très joli travail de couleur et ça semble très intéressant. Et puis la balance du film Street Fighter qui montre un film, je vous dis, qui arrive à très bien gérer l'équilibre entre l'absurde et le sérieux. Donc ça peut être potentiellement très très sympathique. Écoutez, on va se faire une bonne année, je pense. On espère en tout cas. Le Evil Dead, ça sort cet été du coup, en juillet. C'est ça, le 10 juillet. Clayface séquence, c'est le 21 octobre. Et Street Fighter, c'est le 14 octobre. Donc dis donc, le mois d'octobre va être bien chargé en film. Mais pour le coup, tous les deux ont des publics visés assez différents, un qui vise l'horreur et l'autre qui vise l'action, donc potentiellement pas trop se marcher dessus. Et en plus, il y a à peu près 2 semaines d'écart entre les deux pour laisser à chacun le temps de vivre. Donc on peut avoir une fin d'année particulièrement sympathique en salle. On verra bien. C'est tout ce qu'il y a à espérer. Voilà pour mes réactions à ces trailers et teasers. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.